Can et Iman se surcoter. Mais clairement, après, pour moi, c'est pas un mauvais joueur. Ça, ils vont prendre la séquence dans 90 minutes et ils vont la diffuser la semaine prochaine. Non. Parler ballon sérieusement sans se prendre au sérieux, c'est toujours mieux. Bienvenue dans un nouvel épisode du Clubhouse Football Time. On est là, on vous a réveillé peut-être si vous regardez cette émission en matinée, comme j'ai tendance à le faire également parfois quand je suis sur mon tapis. Voilà, maintenant je l'écoute pas en podcast, je la regarde moi sur YouTube, mais vous continuez à la regarder sur YouTube évidemment. Merci à vous d'être toujours aussi nombreux et surtout réactifs sur les réseaux, ça fait plaisir. On like et on abonne tout de suite à la chaîne avant même de démarrer l'émission. C'est ça qu'on vous demande s'il vous plaît, c'est très important pour nous. Ça nous permet de continuer à avoir un petit rythme très intéressant. Et comme d'habitude pour ce rythme, j'ai des chroniqueurs absolument incroyables. Xavier est toujours là. Comment ça va? Ça va pas mal et toi aujourd'hui? Ça va, couleur pastel aujourd'hui. C'est ça. Sympa, mignon. De temps en temps, on essaye. Petit col roulé. Voilà. D'habitude, c'est toi qui mets le col roulé. C'est vrai, tu t'inspires. C'est voilà. très mal, c'est pas mal. Ça fait plaisir. Évidemment, on a Thomas, le retardataire. Thomas qui est arrivé transpirant, complètement crevé et on se demande même comment est-ce qu'il a fait pour arriver à l'heure, mais il est là dans l'émission. Comment ça va? Comme quoi, je suis un magicien, moi. Je suis arrivé comme ça. Non, vraiment, c'était chaud pour arriver. Mais j'y suis, c'est le plus important. Le VDM Houdini. Voilà, on va l'appeler comme ça. Tu veux, ouais. Houdini, aujourd'hui, ce sera son nom. Il préfère ça que le Sporting Boy, évidemment. Ça, il faut ça plus lui dire. Sinon, après, il est vexé. Il faut arrêter avec les Sporting Boys. Ce sera Houdini pour aujourd'hui. Et puis, aujourd'hui, on va saluer également Quentin, qui nous a dit avant l'émission, Sacha, il faut qu'on parle. Il se passe un truc. Il faut impérativement qu'on aborde ce sujet parce que j'en ai marre, j'en ai ma claque, j'en ai mes 5 kilos, comme on dit à Liège, dans le 4000. Qu'est-ce qui se passe avec l'arbitrage? C'est ton coup de gueule. Ouais, c'est une catastrophe. Hein. J'ai l'impression que chaque week-end, on s'en plaint. Que ça soit une fois à droite, une fois à gauche, que ça soit Mazou avec tous les pénaltys, les 8 pénaltys que Saint-Tron a concédés. Encore sévère, je trouve, ce week-end. On voit clairement Gvet qui pousse le défenseur, la balle qui touche le bras et tout. Je comprends la frustration, mais j'étais le vendredi soir devant ma télé et j'ai assisté à 10 minutes de VAR. 10 minutes de VAR de la 94e à la 104e minute de jeu. Ouais. Malines la Gantoise. Je me suis dit, il est hors jeu. Tout le monde l'a vu, il est hors jeu. Le commentateur, je sais pas qui c'était sur la chaîne, ça dit aussi, il est hors jeu. Tout le monde disait, il est hors jeu. Et puis après, on voit Visser, l'arbitre comme ça, il avait froid, il en avait marre. Et on voit, ils accordent le but. Et après, il nous montre, déjà au début, il montrait pas d'image. C'était un gros plan Asie, un gros plan Visser. Un gros plan Asie, un gros plan Visser. Après, on s'étonne que Asie pète un câble en conférence de presse, c'est totalement légitime. On voit la ligne qu'ils ont tracée à la VAR, mais la ligne blanche, personne n'a compris pourquoi elle était tracée comme ça. Et après, on a, lundi, Jonathan Lardo, qui fait toujours la petite commission de référé et tout, qui dit, ils ont mal tracé la ligne. Et donc, le samedi, sans le stress de la VAR, ils ont retracé la ligne. Donc en fait, ils avaient trop de stress et tout, donc ils ont mal tracé. Donc, vendredi, il y a Standard Gang. Si le Standard obtient un penalty, on demandera à Andy Zekiri de revenir samedi, de le tirer sans le stress. Il n'y aura pas le public et tout. C'est n'importe quoi. Ils étaient trop stressés dans la VAR. Et donc, ils ont mal tracé la ligne. Ça devient un foutage de gueule. Non, c'est mais n'importe quoi. c'est très vrai ce qu'il dit, hein, mais ça fait des années que c'est comme ça. Ouais, c'est pire en pire. Mais moi, j'en parle même plus parce que ça me dépasse. Mais le pire dans cette histoire de ce que tu viens de raconter, c'est que c'est pas un cercle de Bruges contre Dender. Ouais. C'est un Malines la Gantoise avec des points hyper important pour les Malines pour le maintien et la Gantoise pour les playoffs 1. Donc c'est très déterminant ce qui s'est passé. Mais donc qu'est-ce qu'on fait? On apprend à vivre avec ça, on apprend à accepter les erreurs. C'est honteux. On a justement dit la VAR est là pour justement corriger les erreurs, l'erreur est humaine, donc l'arbitre peut faire une erreur, ça j'ai jamais rien dit contre ça, mais la VAR est censée corriger ça. J'ai l'impression que c'est pire que mieux. C'est pire que mieux avec ça. Et on voit, je crois que c'est un manque de caméra, mais les caméras, l'angle qu'on a vu à la télé, mais c'est impossible à le dire. C'est pareil, il y a le penalty de Genk aussi contre le cercle de Bruges, mais le seul ralenti qu'ils ont montré, il y a le ballon devant l'action, donc on sait même pas s'il le touche. Je trouve ça lunaire. Donc c'est honteux, et comme Thomas le dit, ça peut avoir une incidence incroyable parce que Malines peut sortir de cette zone rouge avec ces 2 points-là. Imagine la Gantoise est en play-off 1 devant Charleroi ou devant le Standard avec 1 point d'avance. Ouais. Ça peut avoir des incidences énormes parce que même financièrement pour les clubs, il y a une incidence énorme avec tout ça. Moi, ce que je remarque, c'est souvent ce sont les matchs où les moyens sont moins importants en termes de production, qu'il y a souvent le plus de problèmes. Quand on regarde les rencontres, notamment, moi je trouve que, voilà, je vais peut-être être positif alors qu'en général on a tendance à taper sur l'arbitrage, mais RSC Anderlecht Royal Hunter Football Club ce week-end, c'est très bien arbitré de la part de l'arbitre principal. J'ai trouvé que vraiment il a vraiment bien fait son boulot. C'est rare de pouvoir mettre en avant un arbitre. Je trouve que voilà, il a été excellent dans ce match-là.
Mais oui, le problème, il est fréquent. Hein. Il est fréquent. Et le problème, c'est que surtout, c'est dans des rencontres où on se dit ça va être caché, ça va pas être trop médiatisé, ça va pas faire trop de remous. Et au final, en fait, ce qu'ils ne se rendent pas compte, c'est qu'à un moment donné, il faut le même niveau de production et le même niveau de compétence pour toutes les émissions, et enfin pour tous les matchs en fait, tout simplement, qui sont diffusés, donc qui sont émis. Ça fausse un championnat. Mais bien sûr. Ça fausse un championnat parce que regarde, même Saint-Tron qui se bat pour son maintien. Le 1-0 de Dender est sur un penalty qui n'a pas lieu. Ouais. On voit clairement Gvet qui pousse le défenseur et donc la balle elle rebondit. Je crois il y a 99% des gens qui l'ont vu et qui disent il y a pas penalty. Et l'arbitre de terrain ne donne pas penalty. Hein. C'est la VAR qui va lui dire il y a penalty. Donc je sais pas ce qu'ils font dans la VAR. Je sais pas ce qui se passe, mais ça devient grave. Tu parlais de la gestion du stress. Effectivement, bon, si ils sont trop stressés, ils doivent pas faire ce travail-là. Il y a aussi une question de formation. Alors pour les arbitres, Xavier, il faut pouvoir mettre en place des choses qui permettent aux arbitres en Belgique, qu'ils soient jeunes, qu'ils se développent, etc., de savoir gérer leurs propres émotions, parce que là, c'est très compliqué. Oui, clairement, ça, je suis d'accord. Après, il y a aussi d'autres points qu'il faut mettre en avant par rapport au discours de Jonathan Lardo, le fait que ça n'excuse pas les erreurs qu'il y a eu, ça je dis, mais le fait que apparemment la technologie est pas encore forcément au top pour les lignes 3D et que l'année prochaine ils vont changer, donc c'est quand même peut-être un point qui va peut-être aider à améliorer, parce que c'est vrai que depuis que l'instauration du VAR, il y a toujours eu des soucis comme Thomas le disait, et que maintenant tu passes au-dessus, ben, le fait de changer de technologie, peut-être que ça ira mieux, je ne sais pas. Le fait qu'il demande aussi, ok, sans le stress ça du match, mais le fait qu'il demande quand même à une autre équipe de vérifier s'il y avait hors-jeu ou pas, pour au moins s'assurer si au final ça devait être accordé ou pas, même si, ok, ça n'excuse pas les erreurs ou autres, c'est quand même bien comme démarche, je trouve, de quand même revérifier les phases par après, pour être sûr au moins des décisions. Donc ça, c'est une démarche de transparence médiatique. Hein. Oui, on est aussi dans un pays d'image. Il faut noter le fait que c'est quand même bien de le faire. Oui, bien sûr. Voilà, bien sûr. sûr. En même temps. Et après, niveau formation, comme tu me posais la question, non, mais c'est formation une manière au de niveau dire... de la technologie, toi. Alors, je suis d'accord, mais c'est vrai que là, je reviens, je suis désolé, je t'interromps, mais la vérité, c'est que c'est bien de revenir en disant, ben regardez, on aurait pu faire mieux, mais fais déjà bien. Ah oui, et après, si tu reviens chaque semaine en disant, ben, je m'ai trompé, monsieur, ouais, c'est un peu compliqué, tu vois. Tout le temps. Va dire à Besnikazi qu'il a pas pris 3 points à cause de ça. Après, le souci aussi, c'est que dans tous les stades, t'as pas le même nombre de caméras. Et c'est ça peut-être le problème. Toi, dans tous les dossiers de licence des clubs, t'as 20 000 demandes, il faut ceci, il faut cela pour avoir ta licence en D1-1. Mais le nombre de caméras pour la VAR ou autre, il y a pas de, à ce niveau-là, il y a peut-être un minimum, je connais pas le chiffre exact, mais tous les stades ne sont pas équipés des mêmes angles, comme disait Quentin, toi. Ouais. À Bruges, t'as peut-être, j'invente, je connais pas le chiffre, peut-être 30 caméras, et à Malines, t'en as peut-être que 10. Donc si t'as pas les mêmes angles, c'est plus compliqué que la VAR agisse correctement aussi. Ouais. Et ça aussi, moi je pense, ce point-là, c'est quand même problématique. Tu devrais avoir dans tous les stades de D1-1, les mêmes angles pour gérer toutes les phases. Parce que comme disait, c'est à Charleroi, je pense, tu disais, ou à Genk, il y a un but, on voit pas trop parce que le joueur, le ballon est devant le joueur. Bah ça, toi, peut-être qu'à Bruges, tu le voyais. Ouais, mais c'est quand même à Genk, qui est quand même premier du championnat de Belgique. Et excuse-moi, mais pour Dender, en une caméra, en une action, on a tous vu qu'il y avait faute. Ouais, mais je veux dire, dans tous les stades, t'as pas les mêmes angles. Ça, c'est pas normal, toi. Dans tous les stades, tu devrais avoir les mêmes images. C'est ça que je veux dire. C'était le coup de gueule, donc, de notre ami Quentin. Merci pour ce coup de gueule. Et ben maintenant, on va libérer un peu l'idée et on va aller sur quelque chose de plus récréatif parce que c'est l'heure de l'happening. By Thomas. Tu veux rajouter un truc, j'en suis sûr. Juste parce que c'est marrant ce que tu dis, il est l'heure de l'happening. Et moi, j'avais juste envie d'ajouter, après ce que t'as dit à Quentin, il est l'heure d'inviter Bouco ici pour qu'on en parle. Ah ben voilà, tu lui enverras un petit message. Voilà, on va faire ça. Il est le bienvenu, le loulou. Ouais, donc l'happening du jour, c'est autour des milieux de terrain de notre championnat. Donc je vais, en fait, c'est un truc qu'on a déjà fait hors émission, c'est tu choisis. Là, ce sera sur les milieux de terrain plutôt défensifs. On va pas parler des milieux de terrain offensifs parce que sinon, si on choisit, on sait tous que ça va terminer sur Hans Van Aken et c'est pas le but. Du coup, j'ai pris des milieux de terrain un peu plus défensifs. Donc je vais prendre parce que j'ai pas eu le temps de milieu de terrain à vocation défensive. Déjà, il y en a plusieurs qui peuvent à un moment donné émerger dans vos esprits. Xavier, Quentin, réfléchissez pendant que Thomas est en train de prendre note. Tu as la liste? Allez, on t'écoute. Et on commence en bas de classement. Donc c'est vraiment en fonction du classement des équipes actuelles dans notre championnat. Donc, je vais commencer par toi. Est-ce que tu choisirais Gamdi ou Ilai Mara Itra? Moi, non, je prends Gamdi. Gamdi? Ouais. Gamdi ou Fujita? Fujita. Alors, Fujita ou Skofs? Je vais participer aussi. Donc, pour moi, ce sera Skofs. Skofs ou Banzuzi? Skofs. Skofs ou Abou Francis? Non, je vais prendre Skofs. Ok. Skofs ou Aspolat? Mais je vais quand même prendre Skofs. Ok. Skofs ou Orat Mangoun? C'est pour moi, je vais prendre Skofs. Skofs ou Titraoui? Skofs.
Scholes ou Karamoko? Karamoko. Ah ouais, carrément. Ouais. Karamoko ou Delorge? Delorge, parce que Delorge est là depuis plus longtemps. Delorge ou Doumbia de l'Antwerp, donc pour moi ce sera aussi Delorge. Delorge ou Charles Van Hout? Delorge. Ah ouais. Ça j'aurais pas fait. Delorge ou Yachari? Yachari, évidemment. Yachari ou Heinen? Yachari quand même. Ouais, Yachari c'est le meilleur milieu de terrain de notre Yachari championnat. est donc le meilleur milieu de terrain, ce qu'on a décidé ensemble. C'est très bien, je suis très content quand vous dites la même chose que moi. Je suis très content quand vous pensez la même chose. Ça fait plaisir. Voilà, c'est une manière de rentrer de manière de bonne humeur dans cette émission. Et justement, messieurs, à vos pancartes, on y est clairement. Le d'accord, pas d'accord, c'est parti. Vous connaissez la séquence. Ils sont d'accord, ils sont pas d'accord. C'est la croix ou alors c'est le V avec les petits emojis que vous adorez, qu'on retrouve évidemment comme d'habitude sur tous les réseaux sociaux. On démarre avec un homme dont on n'a pas souvent parlé dans l'émission, mais il est extraordinairement important. C'est King Kev, évidemment. Après avoir offert la victoire à Manchester City en FA Cup face à Leyton Orient, KDB est de retour. Kevin De Bruyne est de retour à 100% et va qualifier les Citizens contre le Real Madrid en UEFA Champions League. Xavier. Moi, je suis pas d'accord. Il n'est pas d'accord. Pas d'accord. Il n'est pas d'accord et on n'est pas bah... d'accord. Qu'est-ce qui se passe avec notre Kev? Qu'est-ce qui se passe avec notre Kev? Pourquoi n'es-tu pas d'accord? C'est pas avec le Kev, c'est avec City de manière générale. Parce que Dieu sait que je l'adore, le King KDB, comme on dit. Non, très très fort. Après, ça reste Leyton Orient, avec tout le respect que j'ai pour eux. Mais c'est une équipe de City qui est très malade. Elle est très malade. C'est une équipe du Real Madrid. Je trouve qu'elle alterne quand même le bon et le moins bon. Donc, on va pas les enterrer. Tout reste possible. Il y a quand même des bons joueurs à City. Mais c'est une équipe qui connaît une année assez trouble, on va dire. Donc, déjà aussi retour à 100%. On a très bien vu que Kevin De Bruyne n'est pas à 100% cette saison. Donc, non, je ne suis pas d'accord. Est-ce que ce but signifie véritablement le retour de Kevin De Bruyne, Thomas? Ah non, pas du tout. Je pense pas que ça signifie vraiment le retour à 100% comme tu l'as cité. Mais c'est déjà pas mal qu'il soit de retour plutôt décisif. Donc, il est sur la bonne route, mais pas du tout à 100%. Alors, et je pense qu'il serait pas capable d'être la clé déterminante dans la rencontre face au Real de Madrid. Alors évidemment, il y a ce match, tu l'as dit, entre Manchester City et le Real Madrid qui sera tout simplement le soir où cette émission commence. Donc je vous propose de pas nécessairement aller sur le pronostic de la rencontre, mais plutôt sur l'évolution de Kevin De Bruyne avec cette équipe de Manchester City. Est-ce qu'à terme, on peut avoir un joueur consistant, solide dans le milieu de terrain et qui puisse tenir plus de 60 minutes, comme parfois il a semblé ne pas pouvoir le faire, notamment face au Paris Saint-Germain en dernière phase de groupe en Ligue des Champions? Moi, je pense pas à ce niveau-là. C'est que maintenant, il est quand même souvent blessé. Il doit être 3-4 dernières saisons, il était quand même souvent blessé. On devait déjà le ménager. Il rajeunit pas, ce qui est normal. Et donc, plus le temps passe, plus c'est compliqué pour lui, pour son corps, d'enchaîner les matchs et d'enchaîner les matchs à haut niveau comme ça, faut se dire qu'il joue contre le Real, il joue pas contre Leyton Orient, sans manquer de respect à l'équipe évidemment. Donc enchaîner les matchs à haute intensité comme ça, avec autant d'enjeux, pour lui je pense que ça peut être très très compliqué. Kevin De Bruyne ne sera plus jamais le Kevin De Bruyne qu'on a connu, Thomas. Ah, ça c'est osé, hein, c'est osé de dire ça. Mais je pense qu'on a connu... Vous êtes tous en train de me dire qu'il n'est pas à 100%, donc je pose la question, ça me semble légitime. Ouais, on a connu son meilleur pic de forme et je pense qu'il n'atteindra plus ce niveau-là, je pense. Non, il n'y aura plus jamais le Kevin De Bruyne des 20 passes décisives par saison, etc. Non, ce sera plus ce joueur-là, je pense, mais il sera toujours très important et décisif, mais plus au même niveau. Il a quand même de l'âge, hein, faut pas oublier. Il va être dans le championnat préféré de Quentin, la MLS, bientôt, ça va lui faire plaisir, il va pouvoir le suivre encore plus dans un championnat où on peut évidemment jouer en marchant, hein. C'est la grande spécificité du championnat des États-Unis. Déjà, mon championnat préféré reste bien sûr la Jupiler Pro League, bien entendu. Quel menteur. Mais en MLS, c'est clairement le championnat de parce que quand on voit Suarez, il a bien grossi et le gars il joue sous infiltration, il va jouer avec des prothèses, il arrive encore à marquer et tout, donc je pense que Kevin De Bruyne en MLS, tu le m'en dis, c'est la régalade. Ouais, voilà, je pense qu'il va bien s'amuser effectivement en Californie avec San Diego la saison prochaine, si le transfert est bien évidemment établi. On va pas aller sur le pronostic de la rencontre, mais par contre une qualification. Vous voyez plus le Real ou Manchester City? Plus le Real quand même. Plus le Real Madrid, ok. Qu'est-ce qui te permet de dire que le Real Madrid, sur base du match nul qu'ils ont fait contre l'Atlético Madrid, a plus de chances que Manchester City ce week-end? Le problème, c'est que Manchester City sont tellement fébriles pour le moment. C'est que même ils sont qualifiés tout juste, même en coupe, contre une D3. Enfin, Leyton Orient, c'est quoi, D3, je pense? Première Ligue 1, ouais. Donc, c'est très très compliqué. Le Real, on sait qu'en Ligue des Champions, c'est pas, ils ont pas la même fac en championnat. Même s'ils jouent contre l'Atlético en Ligue des Champions, le Real, ça reste le Real.
Et en plus, ici, ils ont un adversaire, ils jouent un beau morceau, donc je pense que le Real va quand même se qualifier. Surtout que c'est aller-retour sur un match, peut-être. Mais sur aller-retour, je pense que le Real va faire quelque chose. Surtout que le retour, c'est à Madrid, si je dis pas de bêtises. Le retour au Santiago Bernabéu, effectivement, ça va être extrêmement chaud. Le Real Madrid pour Xavier, Thomas. Bah, c'est du 60-40, je pense, plus ou moins. Ou 65-35, on va dire ça comme ça. Okay. Mais je sais pas, j'ai comme mon intuition qui dit que Manchester City pourrait créer la surprise. Ce serait plutôt cool d'ailleurs. It's gonna happen. It's gonna happen for Thomas. Qu'est-ce qui se passe bien pour sûr, Thomas? c'est possible aussi, surtout qu'il n'y a plus de défenseurs centraux au Real Madrid. Ils doivent jouer avec Tchouaméni en DC, avec le jeune Asensio. Ils ont plus Rudiger, ils ont plus Eder Militao, ils ont plus Alaba qui s'est reblessé. Donc il y a un coup à jouer. Et Haaland, on sait qu'il marque grâce à KDB, donc why not? Ah ben alors dans ce cas-là, tout dépend évidemment de la qualité de Kevin De Bruyne. C'est pour ça qu'on a posé la question. Il est l'homme sur lequel pourrait véritablement retomber toute une victoire ou toute une défaite. Et c'est lui aujourd'hui qui doit montrer ce dont il est capable. Il n'a rien montré depuis le début de saison, les amis. C'est aujourd'hui qu'il doit être clutch. Et souvenons-nous, du dernière fois que Kevin De Bruyne était au Santiago Bernabéu, masterclass son match. Et oui, il avait évidemment rendu la monnaie de sa pièce à Thibaut Courtois. Et évidemment, ça avait fait les choux gras de la presse espagnole, de la presse anglaise et de la presse belge d'ailleurs, qui s'en étaient un petit peu réjouis. On a l'impression qu'on aimait bien un petit peu vanner Thibaut Courtois, évidemment, à qui on reproche toujours d'avoir volé la femme, l'ex-femme de Kevin De Bruyne. Encore une fois, on n'est pas chez les Diables Rouges, on est dans Dallas, c'est magnifique. Amour, gloire et beauté. Allez, on est reparti pour la deuxième phrase. Messieurs, vos petites pancartes. Anderlecht. Et oui, on s'adresse aux Mauves à présent. À vous, supporters des Mauves qui nous regardez et nous écoutez. Anderlecht est tout simplement Kasper Dolberg dépendant. Leur place au général dépend de la forme du Danois. D'accord, pas d'accord. Xavier. D'accord. Ah, il est d'accord. Il n'y a pas trop débat. Il n'y a pas trop débat. Il est d'accord également, notre Thomas et Quentin également. On va commencer avec toi. On sait que tu adores le Sporting d'Anderlecht et que les fans t'adorent. Ouais, il adore aussi. Du côté du Sporting. Voilà. Non, mais au final, c'est vrai qu'Anderlecht, ils ont quand même un peu de difficulté pour marquer quand il n'est pas là. Et quand on voit en plus, typiquement dans cette action, le deuxième goal de Dolberg, Vasquez, quelques minutes après, il a la même action et il la rate. Et c'est là que tu vois la différence de Dolberg. Il a une ou deux occasions, de temps en temps il rate, ça peut arriver, mais allez, 80% de ses occasions, c'est but. C'est ça qui fait la différence. Il n'a pas besoin d'avoir 50 occasions par match pour marquer. Et je pense, pour Anderlecht, c'est très très important d'avoir un joueur comme ça, et pour n'importe quelle autre équipe. Je pense que c'est vraiment lui qui fait la différence dans cette équipe-là. Et je pense que c'est peut-être, à mon avis, le meilleur attaquant en Belgique à l'heure actuelle. Très honnêtement, il est extrêmement létal. Quel attaquant est meilleur Arauco Daré. Arauco Daré, il faut 50 occasions pour marquer. Oui, non, mais défensivement, c'est un élément aussi très important. Ah non, mais je te parle comme finisseur. Oui, ah oui, non, t'as dit meilleur attaquant, t'as pas dit meilleur finisseur. Ivanovic de l'Union, pour moi, ça se tape. Il y a débat. Parce que techniquement, il est très très bon. Je suis assez d'accord avec vous. Ouais, mais Ivanovic, j'adore aussi, mais Arauco Daré, je le trouve aussi très important. Son impact physique. Son côté défensif, il est bon. Niveau occasion qui vont au fond et occasion ratée, je pense que Dolberg est au-dessus de Ivanovic est très fort, je l'adore, mais je trouve que Dolberg, son sens du but, mais il a un peu plus d'expérience. Il a un peu plus d'expérience et au même âge, Ivanovic Dolberg avait été censé comme l'une des maintenant. Ouais, si on regarde en arrière, ça je suis d'accord. Comme l'une des grandes stars, et je trouve que Dolberg a très très déçu par le passé. Maintenant, je trouve qu'il trouve un niveau assez intéressant, et c'est vrai que c'est l'un des meilleurs attaquants, mais je trouve pas que c'est le meilleur. Moi, ce qui m'intéresse surtout chez Kasper Dolberg, c'est sa mobilité, la manière dont il arrive à positionner son corps très rapidement pour se mettre en direction du but et dans les meilleures conditions possibles. Le but qui lui est offert d'ailleurs par César Huerta, c'est vraiment l'expression même de ça, parce que très honnêtement, au moment où il frappe, je suis surpris par le fait qu'il marque. Je me dis même, est-ce qu'il n'y a pas une petite erreur de Senne Lammens? Mais en fait, il n'y a pas du tout d'erreur de Senne Lammens sur ce but-là. Je pense que on a plus l'habitude au Sporting d'Anderlecht d'avoir des buteurs qui savent à un moment donné, comme le dit très bien Xavier, finir les actions. Ici, la façon dont il se retourne, il se positionne, il vient chercher l'angle et il tire en première intention. Franchement, c'est là que tu sens vraiment que c'est un attaquant international. Non, c'est sûr, mais moi c'est surtout le deuxième but qui m'impressionne parce que il l'apprend, mais d'une façon tellement simple en fait. On dirait que c'est simple ce qu'il vient de faire, mais c'est hyper difficile le but qu'il marque, le deuxième but contre l'Antwerp. Mais non, c'est intéressant. Et pour revenir un peu sur Anderlecht de manière globale, la semaine dernière, je vais un peu retourner ma veste parce que j'avais dit que Hubert c'était le moment de partir. Mais je trouve que c'est un entraîneur quand même qui se remet souvent en question. Et c'est plutôt important parce que je trouve que maintenant il est repassé à un autre système, donc le système qu'on a connu en début de saison. Et finalement, même si je suis partisan de l'autre système, je pense qu'Anderlecht joue vraiment
mieux dans ce système-là et surtout avec les nouvelles recrues et les joueurs qui sont revenus de blessures comme Struiken, c'est trop important et je trouve que le système actuel c'est le meilleur et je pense que le 11 de base qui a été aligné par Hubert ce week-end, c'est pour moi le meilleur qu'ils peuvent aligner avec Simic bien évidemment à la place de Hay, mais c'est vraiment c'est quelque chose de très costaud Anderlecht. Quentin. Je suis d'accord avec lui, c'est ce que je voulais dire aussi après. C'est vraiment le meilleur 11 que peut aligner Anderlecht. Il n'y a rien à dire. Le trio offensif, Hazard, Huerta, Dolberg, c'est parfait. De Donker, 100 fois mieux en milieu def en défenseur central. Et tu peux te mettre en 8-10, un Verskaren, Struikens. C'est des jeunes qui ont du ballon. Franchement, c'est un très beau 11. Ça fait longtemps que j'avais plus vu Anderlecht avec un 11 aussi compétitif. Donc, maintenant, à voir avec l'enchaînement des matchs. Ça, j'ai toujours peur. Parce que Fenerbahçe a beaucoup de blessés. Je pense qu'ils peuvent potentiellement éliminer le Fenerbahçe en Coupe d'Europe. Et donc, moi, je suis toujours un partisan. J'aimerais bien que les clubs belges montrent une belle image de notre football. Donc j'aimerais bien qu'ils aillent le plus loin possible. Donc à voir avec l'enchaînement des matchs tous les 3 jours. Mais je pense que ce 11 là c'est très intéressant. David Hubert contre José Mourinho, le dog de choc. C'est fou. Ça va être absolument incroyable. Il était avec les U18 il y a de cela 6 mois. Maintenant il joue un match de qualification pour les quarts de finale. Non, les huitièmes de finale. Les 16e. Oui, mais là il joue les 16e pour aller en 8e contre José Mourinho. C'est incroyable le destin d'un entraîneur. Hein. Comme quoi, des fois, tout va très vite dans le foot. Hein. Ouais, c'est vraiment assez incroyable. Regarde, Muslic qui élimine Liverpool. Évidemment, absolument incroyable aussi. Miron Muslic Mais viré par le cercle avec le dernier de la Championship qui va aller chercher qui joue Liverpool. City ici au prochain tour. Donc maintenant il va éliminer Pep. Voilà, ça c'est évident. C'est la Made in Jupiler Prodigue paf. C'est comme ça, ils sont forts. Non, mais c'est top. Puis je suis content de vous entendre sur Kasper Dolberg, mais j'ai quand même envie de prendre le pendant inverse de ce que vous avez dit. Pour moi, si Dolberg n'est pas là, le Sporting d'Anderlecht est en grande difficulté. Ah oui, clairement. De toute façon, on l'a vu. 6 matchs sans Dolberg, 3 défaites. Ça fait peur. Hein. On l'a vu. Et donc, pour moi, il est de retour. C'est très important. Et Anderlecht va frapper fort, va faire mal. Et je reste persuadé qu'ils seront un candidat au titre. Waouh, c'est incroyable. J'ai l'impression d'avoir Marco qui a gagné. Sporting Boy, ça y est, il a remis sa main. Non, Sporting Boy, non. On m'a demandé si Dolberg était le meilleur attaquant. Si j'étais Sporting Boy, j'aurais dit oui. J'ai sorti Ivanovic et Arukadare devant Dolberg. Donc, pépite. Hein. Peut-être la petite chance d'Anderlecht, c'est que Dolberg était blessé pendant le mercato. Parce que si début janvier, il faisait aussi des belles prestations au lieu d'être blessé, Anderlecht aurait peut-être reçu une offre qu'il pouvait pas refuser. Ouais, le fait de ne pas avoir joué jusqu'à la fin du mercato, ça l'a entre guillemets un peu protégé aussi. Voilà. Il y a une personnalité aussi très énigmatique. La manière dont il ne célèbre pas, la façon dont il communique avec les gens, les médias aussi. Pour lui, c'est normal de marquer, toi. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a un côté un peu hautain. Je crois qu'il va avoir un bel ego. Ouais, il est très, très égo. Et c'est marrant parce que cet été, j'ai eu la chance de faire des vidéos avec lui, donc vraiment en privé. Et on devait faire en fait une vidéo où il devait marquer. C'est un pote à toi en fait. Non, mais c'était pour la Pro League. On m'avait envoyé à Anderlecht et c'était avec lui. Je vais faire des vidéos et il devait marquer avec son pied avec un effet dans 3 petits buts qui étaient alignés l'un à côté de l'autre. Et on a dû refaire la séquence, je pense, 35 fois parce que il voulait absolument que les 3 buts soient dedans parce que tu pouvais en mettre 1, 2, 3 parce que c'est un jeu, tu vois. Non, monsieur devait avoir 3 sur 3 et on devait refaire la séquence jusqu'à ce que ce soit bon. Ah, okay. Donc en plus de ça, c'est un tricheur, c'est ça que voilà. C'est vraiment incroyable. C'est quelqu'un de hautain, il y a un ego, tu vois, il peut pas accepter le fait d'avoir mis 1 sur 3, 2 sur 3, non, ça doit être 3 sur 3. Après tu me diras la réputation, bien sûr, il est compétitif. Voilà. La réputation des attaquants du Sporting d'Anderlecht, c'est effectivement d'avoir souvent un ego assez important. On se rappelle de Mitrovic, Jan Koller, Radzinski, Frutos également. Voilà, c'est des attaquants qui ont besoin d'avoir justement cette confiance en eux. Voilà, attention à ne pas confondre l'ambition et la prétention. Ça aussi, c'est 2 mots qui sont bien différents. Allez, vos pancartes, messieurs, on est reparti. Et cette fois-ci, on va parler d'un club qui va pas trop bien. En tout cas, qui moi m'a fait vraiment un peu peur ce week-end. On parle évidemment du Sporting Charleroi et surtout de son gardien, Mohamed Koné. Mohamed Koné n'a pas le niveau pour être titulaire à Charleroi. Êtes-vous d'accord ou pas d'accord avec cette phrase? Il est d'accord, Xavier. Argumenté. Je te sens dubitatif, mais tu es quand même d'accord et pas d'accord pour Quentin. Argumenter, j'ai envie d'entendre tes arguments. On va aller après sur toi, Quentin. Je pense que c'est un gardien, on en a déjà parlé, surtout Quentin l'a déjà essencé plusieurs fois cette saison. Je pense que c'est un bon gardien, il a des qualités, mais à ce jour, je trouve qu'un Delavallee mérite beaucoup plus sa place qu'un Koné. Certes, ok, Delavallee n'a pas d'expérience, est beaucoup plus jeune,
Mais de ce qu'on a vu de lui cette saison, je le trouve nettement plus rassurant qu'un Koné, parce que Koné, c'est pas la première fois qu'il fait des boulettes, et surtout c'est boulette sur boulette, et dans le même match, parce que face au Berscott, il avait déjà fait une boulette, il refait une boulette, et là la troisième, c'est but, c'est trop important, et surtout à ce stade de la compétition, les 3 points étaient primordiaux pour le Sporting de Charleroi. Ils n'y sont pas, et voilà, maintenant ils vont potentiellement rater les playoffs 1 à cause de ça, vraiment. T'es pas d'accord? Tu penses qu'il a le niveau? Non, moi je dis vraiment, il a du niveau, il a du potentiel, mais il a un gros problème, c'est la concentration. Il est hautain aussi, je trouve. C'est ça qui me fait penser. Et la même chose, Hervé Kofi. Bah ouais. Hervé Kofi, j'avais déjà été le voir plusieurs fois au stade. Il est là, il peut essayer de dribbler. Lui, Kofi, c'était pas les contrôles, c'était le dribble. Il voulait dribbler l'attaquant. Et donc, ça, je pense, c'est un gros problème. Et c'est là que, je pense, Charleroi doit clairement mettre un coach mental pour le préparer. Parce qu'il a du potentiel. C'est un gardien sur sa ligne qui peut avoir de très bons réflexes et tout. Il peut être très très bon. Mais il y a ce gros problème de concentration de sa part et qui coûte des points à Charleroi. Mais si on parle du potentiel même du joueur, je trouve qu'il a du potentiel. Je suis désolé quand Mais c'est honteux. là, t'as la possibilité avec la Gantoise qui fait un match nul à Malines, Ouais, c'est fou. le C'est sûr. Standard qui est battu c'est 4-1 sûr. à Westerlo, d'aller chercher une Ça me termine, opportunité de dingue, Ça. et tu fais cette connerie comme ça. Je suis désolé de le dire même Ah, vulgairement, mais pardon pour ces mots, mais moi je suis choqué Ah oui. par sa prestation. Vraiment, je trouve ça mais inacceptable. mais c'est même fait d'une manière assez hautaine, parce que même quand le but est marqué, Il est nonchalant. mais il est non, et tu ne vois aucune réaction de sa part, aucun regret. Il devrait râler Ouais, quelque voilà. chose, quoi, toi. Il devrait être fâché contre lui. Non, on dirait qu'il s'en fout, alors que je sais pertinemment qu'il ne s'en fout pas. Intérieurement, il doit regretter ce qu'il a fait, mais on voit pas de réaction, et c'est ça qui me frustre, et c'est ça qui me fait dire, en fait, t'as pas la mentalité, et pour moi, t'as pas l'étoffe d'être titulaire à Charleroi aujourd'hui, et De La Vallée devrait prendre sa place. Pour moi, franchement, chez Terry 2000, je mets De La Vallée. Oui, qui est Prochain beaucoup match. plus timide, mais beaucoup Ouais. plus appliqué. Et C'est rassurant un aussi, garçon je trouve. travailleur et plus rassurant. Avec un beau également. potentiel aussi, d'ailleurs. Voilà, c'est étonnant. Xavier, sur cette Bah, situation à moi, je Charleroi. rejoins un peu Thomas et Quentin. En gros, c'est un joueur qui a du potentiel pour moi, mais le souci, il est pas concentré, il est trop inconstant. Depuis le début de la saison, ça fait 4 ou 5 matchs où il fait des boulettes comme ça. Donc ça fait 4 ou 5 matchs, ça fait 20% des matchs où il fait perdre Charleroi, entre guillemets, ou perdre c'est des vrai. points. Et tu fais la course au playoff 1, peut-être qu'ils vont rater les playoff 1 que Charleroi, Ouais, ça me frustre, que moi. Thomas aimerait bien. À cause de quoi? Parce que ton gardien, il est pas concentré, il fait des boulettes comme ça. Ça peut pas arriver. Si tu veux jouer les playoff 1, si t'as des ambitions, je connais pas les ambitions de Charleroi, mais si t'as les ambitions de Charleroi, il faut un gardien qui est impliqué et concentré. Moi, Ouais. j'ai juste envie, je vais te donner la Ouais, parole t'inquiète. tout de suite, Thomas, mais juste envie de réagir sur une déclaration d'Isaac Mbenza après le match. Il a dit concernant les erreurs de Mohamed Koné, ça arrivera encore. Bah oui, c'est pas mais normal, on comme peut ça pas arrive trop accepter souvent. ça. Ça, c'est une phrase bateau. On l'a Voilà. déjà entendu plein de fois. Ça, tout le monde Isaac, peut on dire t'aime ça. énormément. Ouais. Je te fais plein de gros bisous, mais ça, tu peux pas Non, le dire. c'est parce qu'il savait pas quoi répondre. Il a répondu ça, tout simplement. Tout le monde répondrait ça. Mais ça, c'est, ouais, ok, ça arrivera peut-être encore. Mais c'est pas le but. Enfin, surtout pas à ce stade de la compétition, je me répète. Et pour moi, c'est pas le seul joueur qui ne devrait plus être titulaire aujourd'hui à Charleroi. Il y a un joueur qui est beaucoup trop surcoté pour moi. C'est Dan Heymans. Faut franchement arrêter avec lui. Dan Heymans Oui. surcoté. Mais clairement, après, pour moi, c'est pas un mauvais joueur. Ça, ils vont prendre la séquence dans 90 Non, minutes allez, et ils vont la diffuser la semaine prochaine. Non. Dan Heymans, c'est surcoté. Pour Thomas, moi- pourquoi est-il surcoté? Pour moi, il est surcoté dans le sens où, en fait, c'est le chouchou Arik 2000, on le sait. C'est lui qui, je pense que c'est le premier joueur qui met sur sa feuille de match. Mais pour moi, certes, c'est un bon joueur. Je sais pas qu'il est mauvais, mais pour moi, dans l'équipe de Charleroi aujourd'hui et avec les ambitions que Charleroi devrait avoir, ça devrait être un bon backup, pas un titulaire indiscutable. Et surtout, j'ai déjà dit 40 fois aussi, mais t'as un Alexis Phillips dans ton noyau. C'est un joueur exceptionnel et qu'on n'a toujours pas eu l'occasion de découvrir. On lui donne plus du tout sa chance. Mais Alexis Phillips en 10, mais il déboîte Heymans, mais de loin. Mais malheureusement, Rick 2000, c'est Dan Heymans et ça changera malheureusement pas cette saison. Ouais, je pense qu'en plus de ça, ça lui a vraiment fermé beaucoup de portes. Mais Alexis Phillips est un joueur au potentiel Oui, incroyable c'est ça, et il ça réussira à un moment donné. Et c'est pas dans parce un qu'il est autre venu club. ici que je dis ça, hein. Vraiment, Non, bah non. c'est très objectif ce que je dis. Puis surtout, c'est un joueur qui a des qualités incroyables. Oui, Donc oui. voilà. Et en plus de ça, je peux vous donner une petite info. En toute dernière seconde du mercato, eh bien, il a failli quitter et résilier son contrat avec le Sporting d'Anderlecht pour quitter libre et donc quitter le Sporting Charleroi. Et puis ensuite, il s'est un petit peu rétracté en se disant, mais je vais quand même finir la saison et puis je partirai du Sporting. Mais en dernière minute, il y a eu cette idée-là. On a failli perdre un numéro 10 absolument incroyable du côté du Sporting Charleroi en dernière minute. Ouais, mais bon. Et je pense qu'on ne s'en rend même pas compte. Non. Au final, on lui fait je sais, j'ai pu en discuter avec lui, on lui fait des remarques en disant que pas assez d'applications offensives, défensivement il revient pas assez de coffres, etc. Mais moi j'ai surtout l'impression qu'on n'a pas envie de le mettre dans les bonnes Ouais, moi je conditions. pense que c'est vraiment un manque d'envie parce que tu le fais même pas rentrer, même pas 5 ou 10 minutes, tu lui donnes même pas le temps de jeu, tu me fais même rentrer, même si j'adore l'idée de faire rentrer des jeunes du centre de formation, mais des joueurs qui n'ont pas d'expérience. Et enfin voilà, il est vraiment un joueur dernier choix, Ouais. dernier choix.
c'est très grave. Non, c'est très très grave. Et puis on lui dit va quand même Oberskott sur le banc, mais tu vas rester sur le banc. Bah ouais, juste allez. mets une petite couverture sur tes genoux, sinon tu vas attraper Ouais, froid et en parce plus- que tu vas pas rentrer. Et en plus, C'est n'importe quoi. En plus, c'est 1-1, donc t'as besoin des joueurs offensifs, un sang frais, quelque chose de nouveau, mais tu le fais même pas rentrer à ce moment-là, bah, c'est très grave. Moi, je parle de ce sujet-là et je parle de ce match parce que pour moi, je suis désolé, je prends ce parti-là. Ce qui s'est passé va être décisif. Ah mais clairement, Pour moi, dans la lutte pour les playoffs, ils ont perdu. pour moi, ce qui s'est passé, Ils c'est ont perdu. vraiment clutch. Mais oui, Il s'est clairement. passé quelque chose Bah oui. dans cette rencontre et C'est Charleroi sûr. n'aurait pas dû perdre ces Non. points-là au Berscott Non. parce qu'après, ce qui va arriver sera très très compliqué à gérer. Voilà. On peut déjà, pour moi, éliminer Charleroi. Clairement, franchement, moi dans mes calculs, j'avais dit Charleroi playoff 1, pour moi c'était sûr, mais dans mon calcul, les 3 points du Berscott étaient dedans, mais aujourd'hui ils n'y sont plus, donc c'est mort. Ouais. Malheureusement, ça va être la Gantoise, mais c'est comme ça. Malheureusement, voilà. Ouais. Ça fera plaisir aux Limite, supporters des Buffalo. qui Limite, nous je écoutent. préfère encore le Standard, hein, parce que la Gantoise, il y a aucune âme dans cette équipe, je trouve. Il y a pas Je suis d'accord. il y a triste. rien, ça fait, c'est nul à regarder, ça me ferait absolument pas plaisir que la Gantoise soit dans le playoff 1. Mais Je préfère individuellement, le ça reste Standard. quand même des joueurs qui peuvent faire des différences sur un Oui, coup, sur ok. des exploits individuels. Et effectivement, Bah, c'est une équipe qui ouais. nous a donné moins d'émotions cette Ouais, saison. ouais. C'est une évidence. C'est pas une saison réussie pour le Ah moment. non, pas Ça- du tout. Mais moi, je préfère regarder un Standard avec leur jeu actuel qu'un la Gantoise où c'est très brouillon, tu sais pas vers où ils vont. Ça fait regarder le standard. Bon, on va en reparler. On Non, va mais en c'est parler. vrai, Dans 2 petites secondes, on va y passer justement. Bon, moi, j'ai pas vraiment envie de regarder le standard quand je le vois jouer, surtout contre Westerlo. Mais on y va. C'est parti. Bon, il y a Le Buse, match là. de la semaine. Le Standard de Liège qui s'est déplacé, qui a perdu du côté de Westerlo 4-2, pas 4-1 comme tu l'as bien dit mon Quentin. Bah Quentin, la question elle est pour toi. C'est moi qui dis 2. C'est toi qui as dit 4-2. 4-2. C'est 4-2, Ouais, c'est bien correct. sûr. Bah évidemment. C'est bien ce que je viens de dire, donc c'est bien 4-2. Voilà. J'ai rien dit, moi. Et Thomas évidemment fait le signe qu'il n'a rien fait, mais comme d'habitude, il fout la merde. ça. Alors, battu 4-2 contre Westerlo, le Standard de Liège a-t-il payé son absence de jeu, son absence de football au Kuip? Masterclass de Timmy Simons, hein. Il a vraiment bien joué le coup. Faut pas l'oublier, hein. Westerlo, 3e meilleure attaque du championnat. Qui dit, si on avait tous dit ici la semaine dernière, le Standard va marquer 2 goals à Westerlo. Je pense qu'on n'aurait pas beaucoup espéré ça. Et le Standard va perdre. Donc on s'attendait pas à un match aussi ouvert. Et ouais, clairement, Westerlo a bien joué le coup. Et le Standard a fait preuve de trop d'erreurs individuelles. Mais tu ne réponds pas à ma question. Est-ce que cette défaite, elle est due au fait que le Standard n'a pas joué au football? Bah, le Standard, il joue pas au football. Est-ce que pour une fois, c'est enfin tombé sur leur tête et ils ont enfin payé le fait de ne pas bien jouer au foot? Mais bien sûr. Ah, voilà, Bien c'est sûr. ça la question. Et ça se trouve, ici, ils vont pas bien jouer au foot contre Genk et ils prendront les 3 points vendredi. Donc ça, on le sait, on le sait tous, on en a parlé assez de fois ici. On sait que l'Eco refuse, entre guillemets, le jeu, même si ça allait un peu mieux, on va quand même le dire. Ouais. Ici, les derniers matchs, ça allait quand même un peu mieux. Mais la priorité de l'Eco, c'était pas de jouer au football, c'était d'avoir les 3 points. Ici, est-ce qu'ils se sont vus peut-être déjà un peu trop beaux, un peu trop enflammés et tout? Maintenant, le Standard, quand ils sont meilleurs, c'est qu'ils sont en outsider, quand tu les attends pas et qu'ils jouent sans pression et tout. Ici, maintenant, contre Genk, clairement, c'est Genk qui va devoir absolument prendre les 3 points et le Standard jouera en outsider. Donc peut-être que le Standard fera un résultat contre Genk vendredi. Donc on va remettre la défense à 10 et on va attendre que Zekeri marque un Ah, but. mais il jouera, clairement, c'est Genk qui va avoir une possession, mais phénoménale vendredi, ça c'est sûr et certain. Et donc le Standard de Liège est devenu ce type d'équipe, c'est très bien. Bah ouais, mais Non mais c'est bien, ça veut dire qu'on l'entend comme ça. Bah, pour moi, excusez-moi, mais avec les qualités qu'il y a aujourd'hui, avec le mercato qu'a fait notre ami Fergal Harkin, tu peux jouer différemment. Ouais, mais- Excuse-moi. Oui, mais quand ton meneur de jeu c'est Marco Boulat, excuse-moi, tu vas pas faire le jeu. Mais ton meneur de jeu doit être Jean-Thierry Lazaramani. Merci, il doit d'accord, jamais ça, être c'est- Marco D'accord, Boulat. j'étais étonné de voir Boulat encore sur le terrain, Mais c'est encore pas- titulaire. mais c'est pas- Excuse-moi. c'est pas le seul problème. Hein, au Non, niveau mais du c'est un des titulaire. problèmes. C'est ton numéro Ouais. 10 et celui qui doit faire vraiment le lien avec ton numéro 8 entre l'attaque et cette défense. Qui doit avoir non, il fait des courses défensives, garde sur le goal que le Standard encaisse, il tend même pas la jambe pour intercepter l'attaquant parce qu'il a aucune vocation défensive. Bah, le pire choix pour moi, c'est même pas de mettre Boulat, hein, c'est d'avoir mis le nouveau gardien, même si en toute logique, c'est logique du coup. Mais pour moi, non, je suis désolé, le facteur X de cette équipe du Standard depuis le début de saison, c'est Epolo. Pourquoi tu vas chercher un autre gardien? Pourquoi tu vas mettre Epolo sur le banc? Où est le problème? Moi, ça me frustre, mais d'une force. Pour moi, c'était jusqu'à présent, si on compte pas Camara dans le lot, c'était le meilleur élément du Standard. Pourquoi tu vas chercher un autre gardien? Ça n'a aucun sens. Et regarde, bah voilà, c'est pour moi, désolé, la retourne, c'est le karma. T'as pris 4 buts et voilà, c'est Qui comme ça. est Mais pour moi- responsable de la défaite. Mais c'est Thomas. l'écho. Pour moi, c'est l'écho. Et vraiment, et je trouve que c'est limite, je veux pas dire une faute professionnelle parce que ce serait
tellement fort comme terme, mais c'est comme Charleroi, c'est une erreur, enfin pour moi c'est catastrophique ce qui s'est passé à Westerlo. C'est parce que avant cette rencontre, honnêtement j'étais quasi sûr qu'ils n'allaient pas remporter ce match, mais quand j'ai vu les compositions d'équipe, j'ai dit ah ouais ok le Standard va gagner. J'ai même parié dessus pour vous dire, parce que j'étais convaincu qu'ils allaient remporter ce match, parce que t'as les deux centraux de Westerlo qui sont absents, donc Vuskovic et Bayram, c'est deux éléments hyper importants. Tu vas mettre un arrière gauche en défense centrale du côté de Westerlo. Tu mets Neustatter, un défenseur, un milieu défensif en défense centrale qui n'a plus joué depuis un bon moment. Et pendant le match, tu perds deux éléments importants en plein milieu de la première mi-temps. Donc tu fais deux changements forcés. Donc il y a presque, c'est tous des éléments qui ne sont pas titulaires. Le Standard joue avec son équipe type et tu perds 4-2. Pour moi, je trouve ça inadmissible. C'est incompréhensible pour moi. Et donc je vais reposer la question pour faire la transition. Thomas ajoute Ivan Leko à la question, mais on va l'ajouter aussi s'il le souhaite. Qui est responsable de la défaite? Gavin Bazounou, la défense ou Ivan Leko? Pour moi, c'est l'équipe de manière générale. Dans le sens où depuis le début de la saison, ils ont une rigueur tactique énorme. Et là, on lui donne 3 choix, il leur donne aucun. Ils ont pas. Non, mais moi, je trouve que le Standard, en fait, le souci, c'est qu'ils sont passés complètement à côté de leur match. Si tu analyses chaque but qu'ils ont encaissé, le premier, Autekit, au lieu de fermer l'axe, il va couvrir l'homme de Lawrence alors qu'il est déjà dessus. Donc, il l'ouvre grand l'axe pour Sakamoto. Donc, première erreur d'Autekit. Donc là, depuis le début de la saison, jamais il fait des erreurs comme ça. Sur le corner, quand tu vois, ils sont 5 du Standard au premier poteau pour 2 joueurs de Westerlo. Et Fossi se retrouve au milieu de 3 hommes sur celui qui vient de la deuxième ligne. En temps normal, le marquage il est quand même meilleur du côté du Standard, tactiquement, tu vois. Ouais. Le troisième goal, voilà. Et le quatrième, il est anecdotique parce qu'il poussait pour revenir, donc le quatrième, je le compte pas. Mais quand tu vois ces 2 goals-là, les erreurs défensives que le Standard a fait depuis le début de la saison, c'est des erreurs que jamais ils font. Et le souci, c'est que contre Westerlo, qui est une des meilleures attaques de la saison, ils encaissent beaucoup, mais ils marquent énormément. Si tu fais autant d'erreurs défensives et des choses que tu ne fais jamais en temps normal, tu peux pas repartir du match avec des points. Moi, je vais quand même vous poser la question des gardiens de but. Je suis désolé, parce que pour moi, c'est vraiment le plus important. C'est très bien la défense, ton analyse, elle est excellente et merci pour ça. C'est vraiment une super expertise que tu nous offres. Mais la vérité, c'est qu'aujourd'hui, j'ai vraiment l'impression que cette défaite, à un moment donné, elle est aussi un petit peu due au manque de confiance qu'a cette défense centrale dont tu parles en son gardien Gavin Bazounou. Alors qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on reste avec Bazounou comme l'a fait Leko parce qu'il devait le lancer à ce moment-là? Ou alors on passe avec Mathieu Epolo et on se dit, quitte à ce qu'il fasse des bourdes, il va au moins nous sauver de temps en temps. Il a fait lui clean sheet depuis le début de saison, il est capable de continuer. Qu'est-ce qu'on fait Thomas? Est-ce qu'on fait Bazounou ou est-ce qu'on fait Epolo? Pour moi c'est clair, c'est Epolo. Mais la question que je me pose, c'est pourquoi Leko a décidé de mettre le nouveau gardien en tant que titulaire? C'est parce qu'il s'est dit, ok, c'est un gardien avec l'expérience, c'est un international, je le mets, il a beaucoup plus d'expérience que Epolo, donc par moi c'est ce que je pense. Il a dû dire ça, donc je le mets titulaire. Mais dans ce cas-là, si tu réfléchis comme ça, pourquoi tu mets pas ton Zalai en défense centrale? Parce que c'est le même principe. Et pourquoi tu mets pas Lazare en 10? C'est le même principe aussi. Parce que c'est des nouvelles recrues, c'est des joueurs avec de l'expérience, avec de la qualité, qui sont meilleurs que Boulat et potentiellement un des 3 défenseurs. Mais tu mets le nouveau gardien alors que t'as un excellent gardien sur le banc. Pour moi, c'est une erreur, c'est une énorme erreur. Et il va pas revenir dessus, il va garder ce gardien-là dans les cages, et c'est ça le problème. Il va le garder dans les cages, mais pas pour l'élément que tu l'as dit. En fait, Leko, il veut quoi? Il veut un grand gardien. Et c'est pour ça qu'il veut pas Epolo, parce qu'Epolo est petit. Et Leko, pourquoi il veut un grand gardien? Pour être assuré dans les sorties aériennes? Il a dit. Désolé, Bazounou, c'est sorties aériennes catastrophiques. Leko le veut depuis depuis cet été, au mercato. Leko avait demandé à la direction, je veux un grand gardien. J'ai pas confiance en Epolo à cause de sa taille. Et donc là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils lui ont pris un grand gardien. Donc Leko a eu ce qu'il voulait avec un grand gardien. Et donc il va continuer à mettre Bazounou. C'est sûr qu'il va le garder. Et donc en plus, quand tu prends un grand gardien qui a une valeur marchande de ce prix-là, le gardien, tu l'as pas pris pour le prendre sur le banc. C'est un mythe. Il faut pas nous raconter des conneries. Donc clairement, il l'a pris parce qu'il est grand. Il continuera à jouer. Maintenant, on peut pas le juger sur un match. Si ça se trouve, il nous fait une masterclass vendredi. On le sait pas. Comme ça se trouve, il nous fait encore des boulettes. Et là, on pourra commencer. Mais moi, perso, je me fais pas un avis sur un match parce que on peut tout simplement pas. Mais à voir. Mais il y a des doutes clairement qui sont mis dessus, mais on verra pas Epolo vendredi, on verra encore Bazounou, ça c'est sûr. Alors je vais quand même vous poser une question parce que je vais vous donner le prochain calendrier du Standard, il est absolument incroyable. Écoutez bien ce qui va se passer pour le Standard de Liège pour ces 5 prochaines rencontres. Il y a un match à domicile le jour de la Saint-Valentin contre le KRC Genk, il y a un déplacement du côté du club de Bruges, il y a également la réception du Sporting d'Anderlecht à domicile, le déplacement au Stade Marienne face à l'Union Saint-Gilloise et alors on termine cette phase classique avec une rencontre qui sent déjà la poudre face au Royal Antwerp Football Club. Il y a 15 points possibles. Combien de points le Standard de Liège va prendre sur base de ces 15 points, Thomas? Pour moi, c'était calculé déjà d'avance, on connaissait le calendrier. Pour moi, ce sera 3 points.
3 points sur 3 points. 15 possibles. C'est pas très optimiste. Quentin. Bah non, mais 6-7 points. 6 points 6-7 points, ouais. 6-7 points ou Ouais. 6 points ou 7 points? Ils vont faire Allez, va sur 6 ou 7, choisis. 2 victoires et un nul. Allez, donc ça veut dire 7 points. Xavier, Moi, 8 points, je pense. 8 points Mais ouais. sur 15. Où est-ce que tu vas chercher ces 8 points? Je pense que les 2 matchs à domicile, ils vont les gagner. Ils ont 3 à domicile. Bah, je pense Genk, Anderlecht, Antwerp. Moi, je pense qu'ils Je viens vont, de le dire. ils vont Ouais, perdre, mais Il disait 2. je pense qu'ils vont perdre le premier, ils vont faire match nul, gagner, match nul et gagner. Attention, hein. Et tu Genk joues au réussit casino, très c'est bien au comment, là standard à domicile. Essayer de retenir les matchs qu'ils avaient, toi. Et je pense qu'ils vont perdre contre Genk, puis après ils vont faire match nul, et puis à domicile ils vont Genk gagner réussit 2. très bien historiquement au standard à domicile. Hein. Donc lors des 6 derniers matchs, c'est 1 ou 0 défaite. Hein, Ouais, je parce sais, que ça, mais- Alors que c'était pas le meilleur du standard les dernières années. Hein. Est-ce qu'on peut continuer à rêver des playoffs 1 avec un calendrier pareil, Thomas? Mais absolument pas. Pour moi, quand j'ai dit 3 points, c'est ou bien 3 matchs nuls, ou bien une seule victoire. C'est tout ce que je vois, pas plus. Et du coup, tu les vois plutôt à domicile, je suppose. Tu Oui, vois pas le sûrement. standard prendre 1 point sur cette Je dernière pense phase à classique domicile, à l'extérieur. Le seul match qu'ils peuvent gagner à domicile, je pense, c'est l'Antwerp. C'est le seul. Les autres, non. Et à l'extérieur, encore moins. Donc, je vois pas où ils pourraient prendre plus Ouais, que mais 3 points. faut pas oublier que les autres équipes, elles jouent toutes encore toujours en Europe. Merci. S'ils font des bons matchs à l'aller, Oui, par ok. exemple, le match retour est important, entre guillemets, même s'ils jouent contre le Standard, sur papier, ça reste un match, on va dire, plus ou moins mythique. Ben, ils vont peut-être faire tourner un petit peu parce ça. qu'ils ont le match retour très important. Et Bah toutes les ouais, équipes ok. contre qui ils jouent en Europe. Et ça, Ouais. c'est important. Ouais, et bah, ça, il va pouvoir gratter des Pour points. Pour moi, là-bas. ce sera pas déterminant parce que l'Union, ils sont depuis le début de saison en Europe et ils n'ont plus perdu depuis le mois Quand ils jouent d'octobre. quand Donc, ils enchaînaient au début de saison en Europe, l'Union n'arrivait pas à enchaîner en championnat à cause de l'Europe. Hein. ils sont invaincus depuis octobre, hein, Quentin. Ouais, mais donc, justement, au ça début de com- saison, ça au début de saison, quand il y a eu l'Europe et qu'ils enchaînaient les matchs, justement, Pocognoli n'arrivait pas à trouver cette constance. Ils ont Mais- jamais réussi à gagner 2 victoires Mais de suite en il avait championnat. tout simplement pas trouvé son équipe type et il y avait pas encore tous les renforts à ce moment-là en début de Bah saison. là, en défense, il la trouve toujours pas non plus. Ivanovic, son il est équipe, arrivé hein. en fin de saison, hein, en fin de mercato. Hein, Ouais, donc, mais là, en septembre, il enchaînait pas les victoires non plus. Hein. bah, il faisait que Donc, des à voir, 0-0, hein. c'était Bruges, le seul Ils problème. jouent à Bruges un lendemain de match à l'Atalanta. Ils vont jouer Anderlecht qui joue aussi en Coupe d'Europe. Le Standard à domicile peut prendre des points grâce à son public. Donc, ouais, non, moi, je suis plus d'accord avec Xavier. Et de toute Ouais. façon, le Standard aujourd'hui, dans ces configurations-là, va jouer dans le système et l'animation de jeu qui lui a le mieux réussi depuis le début de saison. C'est-à-dire, on attend derrière, on Exactement. joue à la Didier Deschamps, et derrière, on essaye de Mais ça partir ou de marchera pas profiter jusqu'à d'une la fin phase de arrêtée. saison. Et À un moment attention, donné, la ça va Gantoise. arrêter. Le calendrier de la Gantoise, hein. Ça joue Genk, ça joue le derby des Flandres contre le club de Bruges. Ils ont pas un calendrier facile non plus. Eux aussi, pour moi, c'est 6-7 points. Ouais, mais c'est pour Bah, ça que en j'ai Et dit- aussi, eux ont la Coupe d'Europe. Limite, Charleroi, il y a encore une chance Ça y est. finalement. Ah, voilà, le de retourneur de veste. Alors, évidemment, pour tous les amateurs d'e-commerce, vous savez évidemment quel est l'objet préféré de Thomas, la veste réversible. On la trouvera, bien évidemment, comme Mais non, mais toujours, c'est dans vrai, les commentaires. N'hésitez pas à nous donner vos meilleures recommandations. Non, évidemment, pour trêve de plaisanterie, dites-nous, évidemment, dans les commentaires. On a hâte d'avoir vos retours. Combien de points sur 15 dans ces matchs affiches du championnat de Belgique le Standard de Liège va prendre sur 15? Est-ce que ce sera 0, 6, 9, 15, peut-être même 12, on ne sait pas, c'est à vous de nous le dire bien évidemment et comme d'habitude n'hésitez pas, tac, le like et vos réactions dans les commentaires, D'ailleurs, c'est toujours chouette. et toi, combien de points? Moi je pense que le Standard prendra 8 points. Ah, c'est bien. Merci, 8 Sacha. points. Et moi, Ouais. Ok. Je pense que le Standard va gagner à domicile contre Genk, le Standard va prendre 3 points également face au Royal Antwerp Football Club, ils partageront l'enjeu face au RSCA et ils iront chercher un petit point également à l'Union Saint-Gilloise. Voilà. T'habites où, toi? J'habite du côté de la Suisse, voilà, Et toi, Neuchâtel. t'habites où, toi? Moi, du côté de Liège. T'es abonné à qui, toi? Non, juste pour clarifier Ça n'a les rien à choses. voir. Moi, je suis 100% Dis le d'équipe. Sporting Boy. C'est ça. Allez. Bah non. Bah non, tu nous la donnes, on te la rend, hein, Loulou. C'est du ping-pong. Hein. C'est toujours Bah sympa. non, moi je la rendais justement. Donc Ouais, là, ouais, c'est ça. d'accord, ok. Non, mais c'est intéressant d'avoir vos points de vue. Et donc, je vais reposer la question une fois définitivement. Thomas a donné son avis. Xavier, c'est terminé pour les playoffs 1. Tu y crois encore? On en est où? Moi, je pense qu'il y a toujours moyen, en fonction de, vu le niveau de la Gantoise pour le moment, et qui joue l'Europe en plus, la Gantoise, c'est ça, a des calendriers compliqués, donc moi, je pense que tout est encore possible. Ok, donc tout est encore possible. C'est terminé pour les playoffs 1. C'est la grosse phrase Pour moi, cette semaine de Thomas, évidemment à retenir. Ce sera intéressant d'avoir vos réactions également là-dessus à la fin de la semaine. C'est toujours lui pour lequel on récupère les headlines, mais c'est une phrase incroyable. C'était déjà terminé il y a 2 semaines. Moi, j'ai jamais vu le Standard. Hein. Ça, je l'ai toujours dit, donc ça change pas. Mais il donne toujours une chance à Charleroi qui a fait un Ça va, contre il a Bextor. peur qu'on lui rase les cheveux. C'est très Ah non, bien, mais c'était- évidemment. Mais c'était certain, les gars. Moi, si Ah, je dis ouais. ça, c'est que je savais que j'allais pas devoir raser mes cheveux. T'as quand même eu un peu peur, que t'étais pas Mais très... absolument pas. Et ouais, j'ai eu peur quand j'ai vu les compositions d'équipe de Westerlo, mais quand j'ai vu le score final, j'étais rassuré. Ouais, voilà. Puis on a certainement des joueurs du Standard qui ont hâte de venir dans l'émission pour te raser
les cheveux en direct. Ça, c'est évidemment un happening qu'on adore. Écoute, mon cher Quentin, toi, je vais pas te poser la question. Je sais, le Standard, pour toi, sera en play-off 1. Mais sera, c'est toujours possible. Donc ça va peut-être aussi dépendre de est-ce que la VAR ou les instances accepteront un club wallon dans le top 6. Wow. Ça le demande. Ok, donc là, on est sur la théorie du complot en direct. On va évidemment... deux week-ends de suite que la Gantoise a avantagé. Hein. La rouge d'Endiaï qui avait pas, et ici à Malines. Ça fait à chaque fois des points. Hein. C'est bien. Au moins, on a une émission qui dit les choses et qui ose dire ce qu'il pense. Bravo, évidemment, pour cette prise de liberté, mon cher Quentin. Thomas, quand il a fini de jouer avec son téléphone, il va nous donner, bien évidemment, sa séquence. On ne sait pas de quoi il va parler, mais ce qu'on sait, c'est que ce sera le lien. Il y aura évidemment de l'Union Saint-Gilloise au menu, la patte de l'expert de Thomas, c'est tout de suite. Exact, donc on va parler de l'Union Saint-Gilloise et j'ai juste pris mon téléphone parce que je vais checker une dernière stat qui m'était sortie de la tête. Donc pour moi en fait, on parle de Genk, de Bruges, d'Anderlecht, enfin plus surtout moi. Mais pourquoi pas l'Union en fait champion de Belgique cette saison? Parce que finalement quand on regarde les stats, c'est la seule équipe qui n'a perdu qu'une seule fois contre le top 6 actuel, c'était face à l'Antwerp en début de saison. Et depuis ce match-là, ils n'ont plus perdu aucun match face à un concurrent direct de cette saison. Et c'est l'équipe avec le moins de défaites dans notre championnat depuis le début de saison. Donc, et je trouve qu'ils font qu'enchaîner. Comme je disais tout à l'heure, ils n'ont plus perdu aucun match depuis le 27 octobre 2024. Donc ça fait une très belle série. Donc moi je sais pas ce que vous en pensez, mais les stats me font dire que l'Union Saint-Gilloise peut encore prétendre au titre. Ouais, c'est une belle équipe, juste c'est toujours cette incertitude entre Machida Leison et Sykes McAllister que je trouve que Pocognoli n'est pas satisfait. Et à juste titre du rendement de Machida. J'adore le duo David Ivanovic, c'est très complémentaire, mais on en a pas parlé. Mais franchement, le match de Kalaili sur le côté droit, fort, c'est quelqu'un. Kalaili, c'est sa première mi-temps ici ce week-end. Waouh, franchement incroyable, vraiment très très forte. Le duo Van Out Sadiki dans le milieu de terrain, c'est incroyable. Un Maurice qui arrive quand même à être un peu plus en forme. Il a connu un peu des eaux troubles ici au début de saison, mais je trouve là pas mal. Donc il est une équipe assez complète. Moi j'ai quand même un truc à vous dire. Après je te donnerai la parole, Xavier, sur Van Out. Le but qu'il met, mais on lui ouvre les portes. On lui dit vas-y mon gamin, c'est ouvert. C'est limite si Alic on lui ouvre pas à l'angle de frappe. J'ai dit c'est à un moment donné Courtrai joue avec. Hein. C'est un vrai problème. Deuxième meilleur milieu de terrain après Yachari. En Belgique, il n'y a pas débat. Vraiment, alors, il peut être très bon, mais si on le laisse jouer comme ça contre des maternelles, il sera bon aussi. Non, tu vois ce que je veux dire. Tu vas juger sur une action alors que depuis le début de saison, c'est limite pour moi, à part Ivanovic, le meilleur élément de cette équipe de l'Union. C'est un joueur qui vient du cercle de Bruges et qui ne fait que dans un monde normal, ce but-là, il n'existe pas. Hein. Oui, ok, certes, mais bon, et ça, on s'en fout de ça. Je parle de ses prestations depuis le début de saison. Enfin, j'en reparlerai après parce que vous allez comprendre pourquoi. Mais non, pour moi, c'est un joueur exceptionnel, Van Hout. Moi, je serais vraiment pas surpris de le voir en équipe nationale. J'avais été impressionné de le voir dans une position de défenseur central en UEFA Europa League contre Fenerbahçe. J'avais commenté cette rencontre et je l'avais trouvé exceptionnel. Je trouve que c'est un garçon extrêmement intelligent, qui a un sens du placement et qui surtout a une lecture du jeu bien plus reliée à son cerveau et son esprit que ses pieds. C'est-à-dire qu'il essaye de regarder dans quelle situation il se trouve, il réfléchit, il respire et puis il prend la décision. Et voilà, c'est tout l'inverse de Sadiki qui est d'ailleurs très très bon à côté de lui et c'est pour ça qu'ils sont très complémentaires, qui est beaucoup plus instinctif et qui est d'ailleurs très bon. Il manque juste un vrai petit 10 comme on a connu avec Puertas, mais finalement ça se passe quand même plutôt bien sans Puertas. Donc il y a deux joueurs qui peuvent jouer ce rôle-là quand même actuellement. Il y en a trois même. Oui, Buffal aussi peut jouer dans un rôle de Latch et Rasmussen, c'est bon, pas assez bon. Pour le moment, dans une position 10, c'est pas assez techniquement, en tout cas. Assez rapide. Mais à Noir et Latch, effectivement, on en attend encore énormément et on espère qu'il va pouvoir prendre le. Mais t'as quand même Buffal et Haïté Latch, hein. C'est deux joueurs quand même, enfin, un qui a été très prometteur mais qu'on ne retrouve pas son niveau et Buffal qui a été exceptionnel pendant la Coupe du Monde. Donc c'est des joueurs avec des qualités, peut-être que ça doit encore sortir, je sais pas. À voir, mais ils ont un noyau pour être champion pour moi. Xavier, concernant cette Union Saint-Gilloise, moi je me fais une réflexion très simple. Je ne trouve pas que Burgess a progressé. Je trouve que c'est un vrai problème. Il régresse, oui. Je trouve qu'il régresse et forcément quand tu ne progresses pas, tu régresses, c'est l'histoire de la vie. Mais la vérité, c'est que ici, je ne le vois pas être véritablement un homme important comme il a pu l'être ces dernières semaines. Est-ce que c'est pas ça du côté de l'Union Saint-Gilloise qui va leur manquer pour aller chercher le titre? Peut-être, je pense que c'est un peu le point faible de l'Union actuellement pour moi. Ça reste un joueur important dans le vestiaire et autres, mais j'ai l'impression que souvent il est mal placé, il est vraiment pris de vitesse, mais c'était déjà avant, mais avant il était capable de faire la petite faute, il était un peu protégé niveau carton ou autre, mais même maintenant la petite faute pour réussir à gagner le duel entre guillemets, il est plus capable de la faire,
et il met en difficulté toute la défense de l'Union. Donc moi je pense que Burgess a peut-être un petit problème du côté de l'Union à l'heure actuelle, mais après mettre qui à sa place c'est compliqué, c'est le secteur défensif, c'est vraiment le point. Mais moi, je trouve que c'est pas le défenseur le plus décevant. Je pense qu'on en a parlé il y a 2 semaines. Pour moi, c'est Machida, alors qu'il était exceptionnel la saison dernière. Pour moi, il est plus du tout à niveau. Pour moi, il mérite sa place sur le banc. Machida, c'est un joueur d'énergie, un joueur d'équipe, de dynamisme. À partir du moment où tu as des défenseurs à côté qui sont extrêmement forts et qui vont donner le lead, lui est un suiveur. Ce sera jamais un leader dans une défense centrale. C'est pour ça qu'aujourd'hui, tu te retrouves avec des joueurs qui sont moins forts parce qu'ils attendaient qu'on donne le là. Et le là est habituellement donné à l'Union Saint-Gilloise en défense par Christian Burgess. Le problème, c'est que Burgess, aujourd'hui, on vient de le dire, n'est plus au niveau. Et c'est ça le souci, pour moi, du côté des jaunes et bleus. C'est qu'aujourd'hui, tu ne retrouves plus la même symphonie qui faisait justement le bonheur défensif des unionistes la saison dernière. Et c'est ça la raison pour laquelle, pour moi, l'Union va finir 3e du classement et ce sera terminé, ce sera très bien comme ça. Je vais contredire ce que tu as dit parce que par rapport à avant, il n'avait pas de solution de rechange sur le banc, il n'y avait pas de joueurs pour remplacer ces joueurs, justement, donc Burgess, Machida allez, c'était qui? McAllister, ouais, mais il y a eu l'autre avant qui est parti, Sibe van der Heyden. Il y avait pas de solution sur le banc. Aujourd'hui, tu as quand même beaucoup de défenseurs. Il y a Leison qui a trouvé une place de titulaire qui est très bon. Tu as McAllister, tu as Sykes que moi j'adore, Burgess et Machida, c'est exceptionnel. Et tu oublies de citer un nom important, Xavier, je te donne la parole dans une seconde, Mamadou Tierno Barry, tout fraîchement arrivé de Tromsø, qui est une pépite qui pourrait très bien surprendre dans ce 11 de base. Xavier. Moi, je veux savoir, tu dis, si tu places des défenseurs centraux, je dis pas le contraire, mais lequel de ce gars-là est capable de jouer central, enfin, dans la défense à 3, central dans l'axe? Pourquoi il joue à gauche, à droite, toi? Est-ce qu'il va être performant en jouant vraiment à la place de Burgess, dans l'axe? Pour moi, ça devrait être Leison dans l'axe. C'est le joueur le je vais pas dire le plus rapide, mais le plus rapide avec sa taille, parce qu'il est quand même assez grand. Tu pourrais pas mettre un McAllister en central, c'est impossible. À Machida, peut-être éventuellement aussi, mais il est plus à niveau. C'est vrai que Burgess, c'est peut-être mieux de mettre un Burgess sur le côté, pas forcément en central, ce serait peut-être mieux. Peut-être, faut essayer, mais pour le moment, on n'a pas forcément vu d'autres centrales vraiment dans l'axe comme ça, donc peut-être que Leison ou autre sera très très bon, mais on l'a pas vu, donc c'est dur de juger à ce niveau-là, quoi. Allez messieurs, on va passer au Football Time Award, évidemment nos joueurs de la semaine, ceux qu'on a désignés, ceux qu'on a choisis, mais juste avant, un petit coup d'œil sur le classement général avec Thomas. Qui est leader actuellement du Football Time Award? Est-ce que c'est toujours Ivanovic ou est-ce que sa place a été détruite? Non, c'est Ivanovic, c'est Lamens qui a pris le point bonus la semaine dernière, donc c'est son premier point, donc il y en a 2. Mais sinon, c'est toujours Ivanovic qui est en haut de ce classement et il pourrait potentiellement finir. Bon, allez, je vais essayer d'aller trouver son numéro de téléphone et on va déjà commencer à préparer le magnifique trophée. Alors peut-être qu'Ivanovic, qui gagne tellement de points, qui est un joueur absolument incroyable, va aller le chercher au bout de la saison. En attendant, lui, en tout cas, gagne beaucoup de points, alors que son principal dauphin, qui est évidemment Adriano Bertaccini à ce classement, ça fait longtemps qu'on n'en parle plus dans cette émission. Ça veut dire des choses aussi. Donc il est possible que ça commence tout doucement. L'écart commence à se creuser dans ce classement. Mais juste avant de parler évidemment de ce que vous pourriez faire si nous avons choisi les meilleurs joueurs de la semaine, on va évidemment les écouter. Qui sont-ils, ces meilleurs joueurs de la semaine? Xavier, qui as-tu choisi? Moi, j'ai pris un joueur qui est passé par plein de clubs en Belgique, mais maintenant il est du côté de ma ligne, Benito Raman. Il aime quand même un doublé ce week-end. Il donne un caviar à Robskov au petit rectangle tout seul face au gardien. Il rate. Il met sur orbite Nicolas Storm qui rate également. Il a fait un match fou et je pense que si Malines prend 1 point et ils auraient dû en prendre 3 face à Gand ce week-end, c'est en grande partie grâce à lui. Allez, c'est très très bien argumenté, rapide, sec, efficace. Bravo Xavier. Quentin, tu as choisi un Danois. Rapide, sec, efficace, Kasper Dolberg. On en a assez parlé, je pense, dans l'émission. Donc, il n'y a rien à dire. Très très bon match, victoire 2-0 contre un concurrent direct au play-off, rien à dire. Oui, tu peux pas passer à côté. Il a été 20 minutes plus tôt que moi dans le groupe pour donner le nom, sinon c'est moi évidemment qui allais lui donner, mais ça semblait vraiment le nom évident à donner cette semaine. Kasper Dolberg qui va donc récupérer des points. Thomas, qui est-il? Moi un peu moins rapide, mais sec et de plus en plus décisif. Il s'agit de Charles Van Hout, dont on a déjà parlé. Donc c'est lui que je mets en avant aujourd'hui parce que c'est un joueur qui est très décisif en ce moment, mais qui est très important. Son apport défensif dans ce milieu de terrain, il est exceptionnel et c'est lui qui tire les corners aussi. Et il est très décisif. Je pense qu'il a marqué 1 but dans les 4 derniers matchs et 3 assists. Donc même si son apport défensif est plus important, je trouve qu'il crée
créer un rôle supplémentaire en étant décisif. Donc c'est important. Merci Thomas. Et alors, me concernant, j'ai choisi Colin Kosemans. Pourquoi? Parce qu'on choisit assez peu souvent les gardiens. Je crois que Thomas l'avait fait avec Mathieu et Polo. Et oui, mais ça c'était un petit coucou à Lucas Pirard parce que c'est son copain. Non, c'était il y a 3 semaines ça. Il y a une bonne mémoire, Thomas, c'est quand même pas mal. La bonne c'est Rouf. Ah oui, c'est vrai. La bonne c'est Rouf. En attendant, je voulais quand même rendre hommage à Colin Kosemans parce que c'est un gardien que personne n'aurait mis titulaire au Sporting d'Anderlecht au début de saison, qui a gagné sa place grâce à son travail en interne, qui était d'ailleurs très secret. On a fait confiance du côté du Sporting d'Anderlecht à Colin Kosemans. Il a été tout simplement au rendez-vous quand on avait besoin de lui. Et surtout, c'est une manière de le rendre hommage pour son magnifique match de Coupe de Belgique, où il a vraiment sauvé les meubles. Il a été présent du début à la fin. C'est un gardien qui est devenu fiable, efficace, et qui en plus de ça, est en train tout doucement de répondre à ce qu'on disait au départ. Moi, quand j'entendais parler de Colin Kosemans au tout début, on me disait mais c'est un gardien incroyable, tu verras, il est trop fort, il a un niveau largement au-dessus de ce qu'on peut penser, il va faire une grande carrière. Au final, on l'a pas vraiment vu progresser comme on souhaitait le voir, et puis il a tout simplement pris sa chance, et aujourd'hui il est titulaire. Et je ne le vois pas être remplacé par un autre gardien. Indiscutable. Il est vraiment excellent, Colin Kosemans, qui, on le rappelle statistiquement, est le gardien qui a gardé le plus ses cages inviolées depuis le début de saison dans le championnat de Belgique. Donc quand même, bravo Colin Kosemans. Et puis évidemment, on espère qu'il continuera à nous enjailler avec des magnifiques arrêts. Et il a failli perdre une main sur une frappe de Kerk, je pense. C'était violent. Et un arrêt absolument incroyable. Donc ça veut dire qu'il travaille les phalanges. Voilà, on travaille les phalanges. Tout est bien huilé, tout est bien sec et bien fort. Bravo en tout cas du côté de Colin Kosemans. Donc vous pourriez choisir entre Benito Raman, Charles Van Hout, Kasper Dolberg et puis bien évidemment Colin Kosemans sur X ou sur Instagram. À vous de nous dire qui mérite de remporter le point bonus. Messieurs, il me reste à vous remercier pour cette émission. Xavier, un grand merci. Avec plaisir. On va essayer de se retrouver la semaine prochaine ou la semaine d'après avec un invité, l'invité du mois. Comme d'habitude, on ne vous oublie pas. On travaille dessus et on vous réserve évidemment les meilleures surprises. Thomas, merci beaucoup. Avec plaisir, mention spéciale pour Théo Léoni pour le geste qu'il a fait via Odoi. Ça méritait aussi d'être le joueur du mois. Je sais pas si de la semaine, je sais pas si vous avez vu qu'il il a créé une réaction auprès de Odoi. Il s'était pris de carton jaune et il a avoué en interview après match que c'était fait exprès. Bravo, l'expérience. Et attention, il dit de pas le faire aux jeunes. Ouais, c'est vrai. Ça faut mentionner aussi. C'est incroyable. C'est un homme politique. Quand est devenu un homme politique, c'est incroyable. Merci beaucoup, mon loulou. Avec plaisir. Hâte d'être mardi prochain parce que je pense qu'on va encore avoir beaucoup de choses à dire et encore beaucoup de surprises ce week-end en JPL. Et le club de Bruges en Ligue des Champions également contre l'Atalanta. Après la première partie, que vont-ils faire? Seront-ils déjà éliminés? Auront-ils pris une option? C'est évidemment une réponse qu'on vous donnera la semaine prochaine. Prenez soin de vous, prenez soin des autres et n'oubliez jamais, le football belge ne s'arrête jamais dans le Football Time. Salut, ciao, ciao.